plaisir, d'autant plus que je crois beaucoup de personnes vous connaissent pour vous voir à la télévision sur A24 News. Mais vous êtes... Je m'excuse de ne pas avoir mis la chemise blanche et la petite veste, petite veste grise. Et la veste noire. Bon, ça va, on accepte. Bon, Raphaël, vous êtes né à Paris et une fois diplômé de l'école normale supérieure, vous avez intégré Tsahal, l'armée israélienne, où vous étiez officier de renseignement. Puis, vous êtes engagé dans l'humanitaire. Vous avez aussi été négociant en livre ancien, c'est ça? Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, vous êtes expert en sécurité et défense pour divers médias. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous écrivez des romans. Et si vous l'acceptez, je pourrais dire aux soldats que vous êtes qu'il faut beaucoup de courage pour demander à la littérature de décrire le réel au-delà des apparences, comme le disait Virginia Woolf. Alors vos romans, je ne peux pas les citer tous parce qu'ils sont nombreux, mais pour le plaisir, ils ont de très beaux titres. Alors il y a Sauver vos arts, qui a eu le prix de Léonesse Cachan en 2013, Les obus joués à pigeon-vol, qui a eu le prix des lecteurs des rendez-vous de l'histoire de Blois en 2016, bien d'autres. Hein. Et vous avez écrit une autobiographie des Sex Pistols à l'intifada, confidence d'un officier israélien du renseignement. Elle est sur les tables, l'autobiographie, à côté de quelques-uns de vos romans. Alors, ce salon parle de mémoire de destin juif singulier, mais il me semble que vos livres œuvrent aussi dans le sens d'un examen de soi posé comme un miroir sur un destin collectif, parce qu'ils sont toujours traversés par l'histoire, et l'histoire chez les Juifs enquête toujours sur la biographie, comme le disait Amos Oz. In absentia, d'ailleurs, pour finir sur le fait que c'est aussi votre mémoire, vous avez mis en exergue des lignes de Allen Ginsberg et qui sont écrites pour les morts pendant la Shoah, qui sont aussi vos morts. In absentia est un livre dont il faudrait commenter l'écriture. Mais je n'aurai pas le temps de le faire, je peux le faire en privé tout à l'heure. Parce que dans tous vos romans, il y a une résonance tragique, mais l'écriture reste toujours distante, alliant un humour un peu froid, une précision un peu cruelle. Et en même temps, toute cette violence, elle est dite avec une sorte d'allégresse, de fougue. Je vais vous laisser la parole. Hein. Inassertia se passe au Struthof et ce livre se compose, il a une composition très, très originale, très méditée, je crois, de 3 récits. Le premier est raconté... Alors voilà. Voilà. Non, parce que... Il va nous. C'est mieux pour moi. Voilà. D'abord, je vous remercie d'être venu parce que, comme je suis un lève-tard et un couche-tard, donc j'apprécie ce courage d'être venu. Et donc, le livre s'appelle In absentia. Je vous dévoile un secret de Polichinelle. C'est en général l'éditeur qui choisit le titre plutôt que l'auteur. Et spécialement avec moi, je suis très très mauvais pour les titres. Et donc, à la différence de Philippe Claudel, qui m'a raconté que lui, il choisissait des titres avant même d'écrire le livre. En fait, il faisait une liste, ça c'est très marrant, il fait des listes de titres. Certains, il les protège pour en avoir l'exclusivité. Et tout d'un coup, il y a un titre qu'il allume. C'est assez intéressant. Moi, c'est le contraire. Je ne sais jamais choisir le titre. Moi, j'avais appelé ça Contumax. Et j'ose admettre que l'avantage de Contumax, c'est plus facile à prononcer que In absentia, où tout le monde s'amène un petit peu les pédales, même à la radio. Voilà. Mais vous avez mentionné un autre livre, Les obus joués à pigeon-vol, qui est une citation d'Apollinaire. Lorsque j'ai eu le prix à Blois, je ne sais où, pour le livre, 3 personnes sont montées sur scène
aucun était capable, c'était les obus, je tirais des pigeons, les pigeons volaient dans les obus. Enfin voilà. Donc le problème des titres. Ce livre, c'est un pari et une surprise. Je n'avais aucunement l'intention de l'écrire. C'était quelque chose avec lequel je n'avais pas pensé. En plus, vous n'avez certainement pas dans mes projets d'écrire un livre à fond historique de choix. Je l'avais déjà fait avec Sauvé Mozart. Et donc, ce n'était pas au programme. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un petit peu avant le Covid, j'étais à un festival littéraire des Lettres idéales à Strasbourg. Et je me suis retrouvé donc, dans un panel sur une estrade comme celle-ci, avec d'autres personnes dans ce festival. Parmi ces personnes, il y avait une dame, Madame Laure Dufour, qui était la conservatrice d'un endroit particulier dans lequel je n'avais jamais entendu parler, le Struthof. Je dis bien Struthof, car maintenant que j'étais en Alsace, c'est pas le Struthof, hein, c'est Struthof. Et j'avais jamais entendu parler de cet endroit-là. J'étais quand même un petit peu surpris, que je ne savais pas, en fin de compte, qu'il y avait eu un camp de concentration en bonne et due forme sur le sol français. Donc ça m'avait pas mal surpris, ça m'a intrigué. Mais ce qui m'a en plus interpellé, c'est ensuite, après ce panel, cette dame m'a raconté une histoire vraie, donc, ce qui a lieu là-bas, c'est qu'il y avait dans le camp du Struthof un médecin sadique SS, un petit peu comme Mengele, qui s'appelait le professeur Hirt. Ce professeur Hirt était un spécialiste d'anatomie, et il a fait, comme Mengele, des expériences très cruelles sur les détenus. Et puis un jour, pour ses recherches, il a eu besoin de 100 squelettes. Il a passé commande au bureau d'Himmler en disant « j'ai besoin de 100 squelettes pour mes recherches d'anatomie ». Recherche qu'il a menée d'ailleurs avec la faculté d'anatomie de Strasbourg. Il y a pas mal de petits scandales là en ce moment à ce propos. Mais donc il avait besoin de ces 100 squelettes. Himmler a eu la bonne idée d'en passer la commande à Auschwitz. À Auschwitz, selon les critères du professeur Hirt, on a sélectionné 100 juifs, hommes et femmes, qu'on a amenés au Struthof pour en faire des squelettes. On les a amenés vivants, c'est plus facile à transporter que dans des congélateurs ou en pièces détachées. Et donc ils sont arrivés vivants pour être gazés et devenir des squelettes pour les recherches scientifiques du professeur Hirt. Bien, donc une histoire abracadabrante comme il y en a beaucoup dans la Shoah et dans toutes les situations extrêmes de guerre et autres. Mais ces squelettes ne m'ont pas quitté pendant des mois. Et de temps en temps, surtout la nuit, j'avais dans la tête une danse macabre, comme les danses macabres du Moyen-Âge. Ils ne me quittaient pas, donc à la fin, j'ai cédé. Je me suis dit, il faut que j'écrive cette histoire, il faut que j'écrive un truc là-dessus. Et je me retrouve donc avec ce sujet du Struthof, dont je rappelle qu'il est au départ pas du tout un camp d'extermination des Juifs, rien à voir, c'est un camp de politique, de résistants, de communistes qui sont arrêtés. Plus tard arriveront aussi des Juifs, mais au départ ce sont donc tout ce qui inquiète le régime nazi. Et le système au départ, car il y aura après une chambre à gaz, mais au départ le système c'est la mort par exténuation. Donc il y a même un endroit, je n'ai pas visité le Struthof, pas encore, mais il y a même un endroit où il y a des marches, ce sont les marches d'escalier lorsque les détenus vont au travail et reviennent du travail, qui ont été bâties, calculées pour que ça fasse mal quand on monte et qu'on descend, jusqu'à ce point-là. Voilà le Struthof, dont on me dit, ceux qui l'ont vu, que c'est un des endroits les plus horribles, même si on a vu Auschwitz, etc. Donc je me retrouve avec ce projet. Par quel corne prendre ce taureau, comment parler de cela? Je décide d'emblée que le héros ne sera pas juif. C'est vrai, en général, c'est bon pour le business à Hollywood, mais là, non. Je décide cette fois, c'est un livre qui est très français en fin de compte, j'ose le dire, très très français, mais dans Sauvé Mozart, j'avais choisi un Autrichien. Donc là, je décide que ça sera, le héros principal sera donc un détenu, un déporté français du Struthof, avec le privilège des écrivains, hein, je fais ce que je veux avec lui, donc je décide tranquillement qu'il sera résistant français de souche, communiste, et il est intello, de gauche, Paris, Bobo, etc., et écrivain aussi. Donc voilà mon personnage. Ce personnage va avoir, alors là maintenant je rentre dans ce qui va être un petit peu la note d'intention que je vais envoyer à Actes Sud,
et après laquelle les gens Actes Sud ont pensé que j'avais peut-être un problème d'alcoolisme ou prenais un peu trop de marijuana, parce qu'ils n'ont pas très bien compris où je voulais en venir. D'habitude, mes notes d'attention sont assez claires. Là, c'était pas très clair, parce que d'une part, je leur dis, bon, voilà, il y a ce brave résistant communiste français qui est dans le Struthof. Alors ça, on ne va pas s'étendre là-dessus. Moi non plus, je ne vais pas faire un documentaire sur la Shoah. C'est sûr que je ne vais pas vous raconter une fois, ils me disent, énième fois la Shoah. Qui a pour particularité tout de même qu'il reçoit comme fonction d'achever de ses mains nues les détenus, les patients qui agonisent des résultats, des suites des expériences médicales. Il doit donc les achever à main nue. On va parler exactement de comment il le fait, car c'est un des points principaux du livre, où en fait tout ce qui a l'air horrible quand je le raconte maintenant est splendide et même doux lorsqu'on le lit. C'est un peu le pari, l'acrobatie littéraire. Donc ces étranglements à main nue de déportés vont devenir des moments très beaux humains. Donc voilà notre détenu dans le cadre que vous pouvez imaginer. Ce détenu, Delma, va s'imaginer, on va vous dire pourquoi un petit peu après, je vous dirai pourquoi, mais va s'échapper de l'horreur du camp vers un monde imaginaire, onirique, un véritable transfert psychologique, et il va s'échapper vers la seconde croisade. Il va donc être à la seconde croisade. Donc vous avez deux histoires parallèles. Delma, c'est son nom, au camp du Struthof, et puis lui, pendant la seconde croisade, suivant donc les croisés, etc. Ça va être en miroir l'un de l'autre. Bon, il y a une raison à ça, c'est que c'est une raison un peu esthétique. Il y aura une autre raison qu'on va dévoiler après, mais esthétique, c'est que lui, ce qui le choque, ce qu'il n'aime pas, c'est le mot Struthof. Je trouve ça moche. Le mot capot, le mot laguerre, je trouve ça très moche. Alors que le mot croisade, templier, terre sainte, ça c'est plus beau. Donc il va faire ce transfert. Et donc, histoire en miroir, déjà mon éditrice me dit oui, est-ce que ça fonctionne vraiment? À l'écriture, est-ce que ça fonctionne? Et puis je lui dis, mais attends, j'ai pas fini. J'ai une troisième histoire qui s'ajoute. C'est l'histoire d'un des squelettes. Parce qu'en fin de compte, le héros principal, central, c'est ce résistant, interné au Struthof. Mais en fait, il sert de perspective à l'histoire des squelettes. Et non, en fait compte, le deuxième héros ex aequo, je dirais, c'est un des squelettes. Et donc, je n'ai pas pris parce qu'on a redécouvert ensuite les identités des victimes. J'ai imaginé donc l'un des squelettes. Et lui, c'est monsieur Saul Bernstein, qui, appelez-moi Paul, c'est-à-dire que, en fait, il est un juif assimilé. Il n'assume pas très bien son judaïsme, donc appelez-moi Paul. Par contre, il assume parfaitement son homosexualité, son goût pour les arts, la mescaline, le champagne. Donc, un type qui fait la vie folle des années 20-30 à Paris. Il est collectionneur d'art, il a de l'argent, il a un bel appartement en rive gauche, il déjeune à la coupole, hein, les huîtres, etc. Donc une vie incroyable. Et lorsque le nazisme monte, etc., il dit même ses potes se tirent, dont l'un d'eux c'est André Mauroy, Herzog de son vrai nom. Ses potes se tirent, mais lui il reste, il pense qu'il est intouchable. Il va être bien surpris quand il va se trouver dans un train pour Auschwitz évidemment, et encore plus pour devenir un squelette. Donc troisième histoire. C'est là que Actes Sud disent, écoute, ok, c'est bien, c'est bon, là. Tu veux faire 3 romans en un, tu veux nous raconter des trucs. Alors, j'étais assez d'accord avec eux, car c'est qu'à l'écriture qu'on peut savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a marché, ils m'ont édité. Mais ça a marché dans le sens également, donc, quand vous allez littéralement dans ce livre, passer de chapitres, et c'est un livre court avec des chapitres assez courts, sans cesse, en alternance, sans cesse, du Struthof à la seconde croisade, de la seconde croisade à la coupole, dans la vie folle des années 30 à Paris, sans arrêt, avec un critique l'a dit, donc je le répète, avec une intolérable douceur. Ça va se passer très bien, vous allez, je vais vous emmener comme ça en bateau, j'ose dire, à travers ces différents mondes qui vont en fait, à un moment donné, vous êtes un petit peu saoulé, c'est-à-dire, pas saoulé parce que ça vous ennuie, hein, saoulé, enivré par le fait qu'en fin de compte, la frontière entre le réel et l'imaginaire va disparaître.
Une des choses auxquelles je pense quand j'essaye de deviner, à moitié comprendre ce qu'a pu ressentir un déporté, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une dose d'irréalité dans ce qui lui arrive. Il est transporté d'un coup d'un seul, brusquement de sa vie, quelle qu'elle soit, dans un monde complètement différent, avec des règles complètement différentes, tout est tout à fait différent. Il y a eu des moments où ils ont dû perdre pied par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'ils arrivaient, et en plus se réfugier, que ce soit dans le rêve, Bernstein, ça sera dans la beauté, l'art concentrationnaire, hein, donc là, le rêve, la religion, la foi. Il y a eu beaucoup de refuges, d'échappades pour eux, avec la différence que l'espoir d'un déporté, c'est pas un espoir vers le futur, c'est un espoir vers le passé. Il se retourne sur son passé. Et donc, l'intérêt de Bernstein et de Delmas, ce sont que tous deux, l'un est un écrivain, l'autre est collectionneur d'art. Il y a dans ce livre donc la présence de la beauté. Il y a la laideur du camp, donc on parle de laideur. Et il y a la présence de la beauté. Et là, c'est une autre phrase que j'ai bien aimée d'un critique, où dans ce livre, donc l'ordinaire de l'horreur côtoie l'horreur de l'ordinaire. Car tous deux sont des snobs, des intellos, des esthètes. Et une des choses qu'ils n'aiment pas dans la déportation, c'est la laideur, c'est le manque d'esthétique. On va en parler, bien sûr. Bien sûr, un des points culminants, il y en a plus d'un, je fais un petit peu l'article là, mais il y a plus qu'un point culminant, mais un point culminant évident du livre, ça va être la rencontre des deux héros, ça va être l'arrivée au Struthof de Bernstein, appelez-moi Paul, et qui va donc rencontrer ce résistant communiste. C'est une rencontre très brève qui sublime toute la violence qu'il y a autour dans ce livre. J'ai toujours, plus il fait noir et plus c'est facile de sublimer l'obscurité. Il suffit d'allumer une allumette. S'il fait un noir complet, vous allumez une allumette, vous avez transcendé le noir complet. Raphaël, il y a du Lévinas dans cette rencontre. C'est la rencontre de deux visages. Oui, bah, je suis d'accord. Oui, on peut faire des questions. Voilà, les deux visages en fait sont inspirés par une transparence de Picabia. Picabia avait fait ce qu'on appelait à une époque des transparences, et c'est donc des aquarelles surtout qui sont mises à l'huile, ou comme deux tableaux qui se superposent. Et une des transparences de Picabia, c'est deux hommes, deux visages qui se mélangent dans une aquarelle, dans un pastel. Mais Lévinas, c'est très bien, je le note pour la prochaine fois. Voilà. Donc ce point culminant, pour moi, ce point culminant, ces moments humains, c'est ma marotte dans tous mes livres, pour ceux qui les ont lus, c'est les moments intenses humains qui font que la petite histoire qui va se passer entre deux hommes ou trois hommes, des petites choses sur le terrain, vont transcender la grande histoire, ou les grands titres des journaux, hein, que vous lisez aujourd'hui, les journaux surtout très très anti-israéliens qu'on lit aujourd'hui. Donc ce qui se passe sur le terrain, mais des fois ils disent des choses, peut-être, ils ont peut-être tout à fait tort, mais ils ignorent toujours, c'est normal, c'est leur métier, ils sont journalistes ou certains historiens ignorent souvent la réalité du terrain, les grands titres, les grandes dates, les grands documents. Madame Yvanka ne me contredira pas si on parle d'un historien comme Bénichou, où on rentre, quand on parle de la Révolution française, c'est pas 1789 en Espéranton, on va voir dans les rues de Paris la misère ouvrière des paysans, etc., qui quittent les campagnes. Donc ça, c'est ma marotte un petit peu, la petite histoire contre la grande histoire, le héros improbable. Les héros sont toujours, les vrais héros sont toujours improbables, hein, c'est jamais Superman, c'est autre chose. Et donc, il y a toute cette marotte-là, et ces moments-là me sont inspirés. Pourquoi est-ce ma marotte? Parce que j'ai eu le privilège, je pense que c'est un privilège, de les vivre dans ma carrière militaire. C'est-à-dire dans des moments de danger, de conflit, de violence, des moments moches, de voir des choses extraordinairement belles arriver. On dit toujours, hein, c'est quand on est dans le pétrin, qu'on connaît les amis, c'est toujours dans des situations extrêmes que ces moments-là, tout d'un coup, vont arriver et vont vous redonner tout simplement espoir en l'homme, tout simplement. Donc le livre est en fait très optimiste. Alors, in absentia, s'absenter, c'est le principe du livre, ça veut dire, quand on n'est pas là, ben, ça fait moins mal. Et donc, à un moment donné, quelqu'un demande à Delmas, au résistant, mais comment faites-vous pour tenir le coup? Il dit, je m'absente.
Voilà, il s'absente en plus dans la seconde croisade, c'est loin, ça fait loin du tout. Et lui, Bernstein, s'absente aussi d'une certaine manière, son goût pour les arts, en plus, quand ça marche pas, il prend un peu de mescaline pour aider, mais son goût pour les arts, c'est aussi, alors il y a beaucoup d'évasion. Le fait que Delmas soit un écrivain pose la question, effectivement, est-ce que l'écriture n'est pas parfois aussi une évasion, une façon de contourner la réalité. Donc il y a ces questions qui sont posées, et la question ensuite qui est posée par rapport à ça, est-ce que ça fonctionne vraiment et jusqu'à quel point? Alors, dans le livre, on va voir que ça va fonctionner jusqu'à un certain point. On voit par exemple que Delmas, le résistant, va considérer qu'il a réussi à devenir invisible, qu'il est vraiment à la seconde croisade. Il ne doit plus être dans le camp, puisque personne ne le regarde, personne ne l'appelle plus par son nom, personne ne lui a plus souri depuis des mois. Apparemment, il n'existe plus. Il a ce sentiment, comme beaucoup de déportés, donc il n'existe plus, ça marche. Et je suis à la seconde croisade. Jusqu'à quel point ça marche? Alors, il va y avoir un geste qui va être accompli par ce résistant, je vais en parler après, un geste qui va être accompli, qui montre que ça ne marche que jusqu'à un certain point, et arrive à un moment donné ou un autre, où ni l'art, ni le rêve, ni la foi religieuse, j'ose le dire, ne marche. Il faut commettre un acte. Il faut prendre le taureau par les cornes, assumer, faire quelque chose. Je vous laisserai bien sûr la surprise de ce qui va être fait. C'est un autre point culminant du livre. Quel geste, quel acte va être commis. Alors, sur le plan de l'écriture, le fond littéraire Shoah, c'est à Paris. Je prends d'ailleurs comme un immense compliment, je me jette des fleurs à moi-même, le fait qu'Actes Sud ait publié le livre, ils m'ont prévenu au début, ils m'ont dit oui, mais Raphaël, on vient de sortir un super bouquin sur la Shoah, et je suis d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Un livre de Ishai Sarid qui s'appelle Le monstre de la mémoire. Donc c'est un livre, je vous le conseille bien sûr. Ishai Sarid est un auteur israélien, fils de Yossi Sarid, pour ceux qui ont suivi un peu un type très très à gauche dans la politique israélienne à l'époque. Lui, Ishai Sarid, qui est aussi un homme de gauche, mais est un auteur israélien de talent. Et donc il sort ce bouquin, Le monstre de la mémoire. Et pourquoi je vous dis en 3 mots de quoi il s'agit, pour faire la pub quand même à un collègue, mais c'est parce que je vais vous expliquer en quoi, malgré tout, la Shoah demeure un must littéraire. Et donc lui a écrit ce monstre de la mémoire, où il imagine un historien un peu raté comme ça, qui reçoit comme boulot de guider les visites d'Auschwitz. Il va faire des visites guidées d'Auschwitz. Et donc, il prépare un narratif, parce que comment expliquer Auschwitz aux gens? Donc, dans sa tête, il va se préparer un narratif, comment il va expliquer Auschwitz. En fait, c'est comment lui le voit. Mais il va s'apercevoir qu'à chaque groupe qui arrive, le narratif doit être adapté. Lorsqu'arrivent des touristes américains avec les shorts et les grosses caméras, il va adapter son narratif. Lorsque vont arriver les soldats de Sahel, la revanche d'Israël contre l'histoire, il va adopter son narratif. Lorsqu'arrivent les séfarades, ah ben c'est un truc pour les Ashkénazes, la Shoah, entre parenthèses, toute ma famille séfarade, sauf mon père, ont été exterminés à Auschwitz, c'était des séfarades. Ma grand-mère s'appelait Sultana, pour ne pas se tromper, sont morts à Auschwitz. Et donc, il va adopter à chaque... C'est très amusant comme satire du peuple juif, une satire sociale terrible du peuple juif, les religieux, les séfarades, les Ashkénazes, et j'en passe. Chaque fois, son narratif change. Et à chaque fois qu'il change son narratif et qu'on se moque de ces groupes, notre vision de la Shoah change aussi. La vision de ce héros de la Shoah change aussi. Il s'en mêle un peu les pédales à la fin, et ça donne tout d'un coup une vision complètement différente de ce qui était au début. Donc c'est un très 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 beau livre que je vous conseille. Et je parlerai de ça après, parce que le monstre, dont je vais vous dire tout de suite, le monstre de la mémoire, ce qui m'intéresse dans ce mot-là, c'est le mot mémoire. Je n'aime pas l'expression le devoir de mémoire. On parle aujourd'hui de toucher la jeunesse. Le véritable problème aujourd'hui pour la continuation la transmission du souvenir de la Shoah, c'est effectivement un souvenir ou la mémoire. Alors, devoir de mémoire, déjà quand vous dites devoir aux gens qui ont 15 ans ou 18 ans, c'est mal barré. Devoir de mémoire. Pardonne-nous, n'oublie pas, c'est encore une expression que je n'aime pas du tout, moi je ne pardonne rien du tout. Mais devoir de mémoire, mémoire ça veut dire mémoire, on se rappelle, c'est dans le passé. C'est donc enfermé dans le passé, dans un livre d'histoire. C'est enfermé
dans la conscience. La Shoah ne peut pas être un souvenir ou une mémoire. La Shoah doit être vivante, elle doit être ressentie, vécue tout le temps, et c'est pour ça qu'on ne doit jamais s'arrêter d'écrire sur la Shoah, de dessiner sur la Shoah. Tout cela, et pour entretenir cette flamme, ça ne doit pas être une mémoire, c'est quelque chose qui est vivant en nous. Nous, on est encore, et c'est vrai que la génération de la Shoah elle-même est en train de disparaître, mais la seconde génération, elle souffre aussi. Et même la troisième, il y a encore cette flamme qui brûle et cette souffrance qui est là dans beaucoup de cœurs et d'esprits dans le peuple juif. Et il faut l'entretenir, et certainement pas, et on va parler justement à l'après-guerre, de ce qu'on appelle les cérémonies de commémoration et les monuments de commémoration. Et ce sera d'ailleurs la raison pour laquelle, là je me moque de mon propre projet, Delma, mon héros, Struthoff, n'écrira pas, parce que quand il parle de la seconde croisade, il dit tiens, là je tiens un super bouquin. D'ailleurs on m'a dit, tu aurais dû faire un bouquin, tu devrais faire le bouquin de la seconde croisade, juste continue. Et donc, il ne va pas le faire parce qu'il ne voudra pas enfermer ça dans un livre. Voilà, il va dire je ne peux pas enfermer ce que j'ai souffert dans un livre. Alors la Shoah, donc, après toutes ces hésitations, donc vous voyez au commercial, Actes Sud dit encore un bouquin sur la Shoah. Faut-il encore combien peut-on en écrire? Vous êtes bien conscient qu'on peut écrire à l'infini. Il y a tellement d'histoires, on va sûrement en parler cet après-midi beaucoup. Et donc, c'est, j'ose le dire, un formidable outil littéraire. C'est un peu comme si vous avez les studios d'Hollywood pour tourner un film. La Shoah, c'est le max pour l'écriture. D'abord, ça peut se décliner sur tous les registres possibles et imaginables. Ça peut être choquant, ça peut être provocateur, ça peut être nostalgique. On a eu les exemples aussi, justement, en bande dessinée de Maus, par exemple. Donc, il y a toutes les possibilités de ça. Ensuite, de par sa violence, son mépris de toute décence, elle libère des énergies créatrices. La Shoah, c'est tellement fort, ça libère des énergies créatrices et ça oblige à des combats, ça vous oblige à quelque chose de beaucoup plus puissant que, évidemment, une histoire d'amour, etc., sans dénigrer, bien sûr, mais ça vous force à quelque chose. Et puis, ça légitime toutes les transgressions. C'est un monde tellement horrible où les choses dépassent l'imagination, vous pouvez vous permettre. C'est comme on dit toujours, la réalité dépasse la fiction. Alors là, vous avez une réalité qui dépassera toute la fiction, mais en plus donne à votre fiction un sentiment de réel. C'est là que vous allez vous emmêler les pédales dans le livre aussi. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire. Alors, j'appelle ça un par-delà le bien et le mal de l'écriture. Parce que des fois, on est quand même, il faut faire très attention à ne pas tomber dans le mauvais goût. D'abord, il y a le piège, c'est le mauvais goût. Dans le documentaire, ils avaient froid, ils avaient faim. Et dans le pathos, mais il y a énormément donc de pièges parce qu'on doit arriver à un certain paroxysme, mais jamais à l'outrance. Il faut beaucoup de pudeur. Le plus difficile, c'est de raconter des choses extrêmement fortes, puissantes, avec des mots simples, des mots pudiques. On ne peut pas faire du lyrisme ici. Je dirais 2-3 mots sur le style avec lequel c'est écrit. En plus, vous avez le déporté. Alors pour moi, le déporté, c'est le personnage archétypal. Lorsqu'un écrivain pense à un personnage, réfléchit comment il va construire son personnage, il se trouve face au déporté. Le déporté, c'est qu'est-ce qui lui reste? Il n'y a plus rien. C'est donc l'auteur peut bâtir ce qu'il veut. Il lui reste peut-être sa dignité de personne humaine, mais à part ça, normalement, plus rien. Il n'y a plus rien. À partir de là, on peut le reconstruire à l'envers. Ce qui a été pour moi le cas avec Bernstein. Bernstein, je n'ai pas décidé d'emblée qu'il était... Moi, j'ai pris un squelette et j'ai mis sur ce squelette des tas de choses qui passaient à l'as quand on était déporté. D'où son homosexualité, parce que c'est une des choses qui va passer à l'as, évidemment. Alors bien sûr que tout le monde n'avait pas de vie sexuelle dans les camps, enfin, mais pour les homosexuels, ça a été un petit degré en plus quand même. Il y a d'ailleurs à Tel Aviv un mémorial de la déportation des homosexuels. Et donc, il y a son amour de l'art, donc la beauté, on va en parler. Tout ce qui disparaît, tout ce qui est englouti par la Shoah, je l'ai rendu à se déporter Saul Bernstein. Le seul danger aussi, c'est un petit peu les raccourcis. Ça veut dire, est-ce que ce n'est pas une solution de facilité lorsque vous voulez écrire quelque chose de puissant,
de parler de la guerre, d'un grand cataclysme, de la Shoah. C'est pas un peu fastoche? Il n'y a pas des drames humains qui se jouent chez votre voisin de palier, des petites choses qui passent invisibles où les gens souffrent. Là, c'est facile. Et il y a un moment dans le livre où d'autodérision, je me moque un petit peu de moi, où Saul Bernstein est assis aux Belles Rives, au Cap d'Antibes, qui était l'hôtel où allait Scott Fitzgerald dans les années 30. Il est assis aux Belles Rives avec Nathalie Goncharova. Nathalie Goncharova, qui était un peintre russe, qui est venu avec son mari Larionov à Paris dans les années 20-30, donc elle a existé, et ils discutent donc d'art. Je vous dis, hein, là vous venez juste de sortir du Struthof, hein, vous retrouvez cocktail avec piano, musique de jazz, et on parle art. Et à un moment donné, Bernstein n'est pas tout à fait d'accord avec Goncharova. Goncharova a véritablement fait, pendant la guerre de 14-18, des gravures où des angelots et des fleurs volent parmi les bombes. Il a voulu critiquer la guerre à travers ça, et lui dit, oui, mais c'est quand même un peu facile, parce que c'est aussi très dangereux, et c'est ça que j'ai dû faire gaffe en écrivant ce livre. Guernica, de Picasso, ne retire-t-il pas toute sa puissance de ce qu'il condamne? Guernica, c'est un tableau contre la guerre, mais en fin de compte, la beauté de Guernica, c'est parce que justement, c'est un tableau sur la guerre, ou inspiré par la guerre. Et là, c'est un couteau dans le dos, c'est traître. Voilà, donc ne pas tomber, donc, quand on écrit un livre sur la Shoah, dans ce piège-là. Bon, mon cher, si on le laisse parler... Non, c'est bon. Il va nous passer la journée entière, bravo. Comme prévu, en fait, vous avez répondu à toutes mes questions avant que je ne les pose. Donc je peux faire... J'avais des questions sur la beauté, j'en avais sur la rencontre, mais ça a été fait. Bon, j'en avais une sur devoir de mémoire, évidemment. Vous demandez si j'écrivais plus près du plaisir d'écrire que de celui du devoir de mémoire, mais ça je le crois. Donc, ne vous inquiétez pas, on a dit l'essentiel, effectivement. Oui, et comme je n'ai pas posé de questions, peut-être, s'il y a quelques éléments, je vous ai répondu à tout. Donc, il reste quand même à lire Inastasia. Toutes les œuvres dont on a parlé, Sauvé Mozart, la confrérie des chasseurs de livres, sont là-bas, sont effectivement à la disposition. À la librairie La Cavale. Et dans la salle attenante, et M. Jérusalem se fera un plaisir de les signer, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ouvrage dont on vient de parler, ou sur simplement ce que nous a dit sur l'écriture? Oui. Le plus beau passage que j'ai trouvé dans votre roman, c'est la fin. Lorsqu'il revient de la Pas de spoil. Je vous le dévoile en deux mots. Ça ne sera pas long. En 2 mots. On a parlé de la beauté. La beauté est présente partout. Hein, donc, ce qui va donc décevoir le plus mes héros, c'est la laideur des camps. Mais dans l'après-guerre, ce qui va énerver le résistant, alors Bernstein ne survit pas, il devient squelette, mais ce qui va énerver le résistant après la guerre, on passe rapidement sur les sentiments des survivants, etc. C'est la laideur, par exemple, des monuments de commémoration de la Shoah. Il ne comprend pas pourquoi ça doit être que du béton avec du fer rouillé, et il dit mais où est la couleur? Donc ça va l'énerver, toute cette componction, cette attitude qu'on a de pourquoi il n'y a pas de couleur, de musique, parce que c'est la Shoah. Et donc c'est là qu'il va commettre un geste, voilà, qu'on ne vous dévoile pas, il va se rebiffer contre cette laideur. Il y a l'histoire d'un tableau, je peux dire ça. L'histoire d'un tableau. Je sais pas, on a combien de temps? Non, c'est fini parce qu'il y a Marcel qui nous attend là. Bon, voilà. Donc il y a l'histoire d'un tableau. Non, c'est 1 minute, on a une... Ah, ok. Alors, 1 minute, ça va être 2. Parce que le temps que je le dise, il y a en fait, justement, Nathalie Goncharova dont on a parlé. Cette peintre russe va offrir à Saul Bernstein, qui l'a aidé à avoir sa naturalisation,
une aquarelle qui est une descente de croix. Alors, Samuel Bernstein, qui est un juif, qui s'en fiche d'être juif, mais il trouve comme ça un peu fort de café quand il offre une descente de croix. Il n'aime pas du tout d'ailleurs cette aquarelle parce que lui il aime Goncharova, nouvelle manière et pas la première manière. Et donc, mais cette descente de croix, que j'appelle l'annonce faite à Bernstein, on va la retrouver. C'est le seul fil conducteur que vous aurez entre l'imaginaire et le réel dans ce livre, c'est cette aquarelle qu'on va retrouver parce qu'il l'aime pas, il va la vendre à un moment donné, mais on va la retrouver. Et ça, c'est ce que j'appelle, et je termine là-dessus, un filigrane. Dans tous mes livres, je choisis un filigrane. Alors, on peut chercher, j'ai grâce au lecteur des tas d'interprétations, qu'est-ce que c'est que cette descente de croix. Dans la Rose de Charles-Goff, j'avais un cheval blanc qui apparaissait, disparaissait sur des gravures, des tableaux, et même dans les rues de Saragosse. Alors quand vous mettez un cheval blanc, ça marche à tous les coups, tout le monde aime les chevaux blancs, donc ça marche, c'était très très beau. Les gens pensaient que ça servait à quelque chose. Non, c'est un filigrane, c'est très joli, ça donne de la couleur au texte. Voilà, une importance. Et donc là, ça sera cette aquarelle dont vous suivrez les déboires, la descente de croix. Et je peux dire juste un mot sur l'aquarelle, enfin sur le tableau, parce que c'est écrit, c'est au masculin dans le livre. Vous dites qu'il appartient à l'art qui maintenait un lien originaire avec l'artisanat, avec la dignité des œuvres singulières dont il embellissait le monde. Il me semble qu'on retrouve tous les thèmes là-dedans. L'action singulière, la beauté qui élève, le moment où l'action singulière permet de s'évader de l'histoire, de la grande. C'est pour ça que je tenais quand même à la lire. Oui, le mot de la fin, à part la justification que j'ai de l'art concentrationnaire, donc tous les gens qui font aujourd'hui de l'art à propos de la Shoah sont légitimés par les artistes de la Shoah, l'art concentrationnaire. Mais donc, comme vous l'avez dans ce livre et dans la plupart de mes livres, l'art pour moi ne peut être qu'engagé. Voilà. Écrire des bouquins, c'est chouette, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit tout, mais il faut qu'il soit engagé. Et un petit peu subversif, c'est la chose. Voilà. Merci beaucoup. Raphaël, je vous ai dit, on a applaudi très fort. Merci.